Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de controverse spéciale élection présidentielle. On l'appelle l'homme des sales besognes, l'homme qui avait parlé de terrorisme résiduel, le commis de l'État par excellence, 10 ans et demi Premier ministre en 3 périodes distinctes. 1 an et demi après avoir quitté la primature et 14 mois après avoir claqué la porte au RND, il revient sur le devant de la scène. Ahmedou Yahya, bonsoir. Bonsoir M. Darné et également bonsoir à vos téléspectateurs qui nous observent. Et merci à la chaîne Zaïre TV de votre invitation. Alors, depuis jeudi, vous êtes ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Après avoir été plusieurs fois Premier ministre, on a envie de se poser une question. Quel est le secret de votre longévité politique? Ça, le secret, hein, je sais une chose. Et je l'ai dit en 98. L'Algérie m'a tout donné. Et je n'ai que des factures à lui régler. Alors, quand le pays a besoin de moi, quand des compagnons tels que M. le Président Abdelaziz Bouteflika, avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, estime qu'il a besoin de mes services, je suis tout à fait disponible. Quand le pays a besoin de vous ou quand le Président de la République a besoin de vous? Actuellement, les deux vont ensemble. Alors vous êtes le pays, c'est l'Algérie, le président, c'est Bouteflika. Vous êtes membre du staff électoral du candidat Abdelaziz Bouteflika, vous le soutenez officiellement, vous allez même animer aussi, co-animer la campagne électorale. Est-ce que ce n'est pas en contradiction, Ahmedou Yahya, avec votre poste de directeur de cabinet du président de la République, puisque M. Sellal, lui, a démissionné pour se consacrer à cette campagne? M. Sellal dirigeait l'exécutif, ce qui est une chose différente. On ne peut pas être chef d'un gouvernement de tous les Algériens et directeur de campagne d'un président, d'un candidat, actuel président. Je crois que, d'abord pour, comment vous dire, simplifier les choses, le staff de la présidence est un staff qui est autour d'un homme. Tout à fait. Le prochain président, si c'est M. Bouteflika, il reconduira son staff, il nommera qui il voudra. Ou si c'est un autre, définitivement, c'est de A à Z que ça changera. Mais surtout, je viens à quelque chose de plus profond à mes yeux. Dans notre pays, c'est vrai que la démocratie pluraliste est quelque chose de nouveau. Mais si l'on regarde ailleurs dans le monde, est-ce que je prendrais une vieille démocratie que nous connaissons bien parce que, bon, on a partagé un moment de notre histoire, c'était notre colonisation, bien sûr. Les responsables du gouvernement, même le ministre de l'Intérieur, qui chez eux organise les élections en tant qu'administration, sont en train de faire campagne. Et on trouve de cela tout à fait normal. Donc, il est vrai que chez nous, nous devons multiplier les gages pour dissiper les doutes. Mais c'est aussi une question de temps. Et en tout état de cause, pour répondre en conclusion après avoir fait ces commentaires à votre question, je n'y vois aucune contradiction. Pour vous, il n'y a pas de contradiction? Définitivement. Une dernière question concernant votre nomination de jeudi, M. Ahmedou Yahya. Généralement, ce genre de nomination, comme directeur de cabinet, se fait après l'élection. Là, elle se fait à quelques jours du début de la campagne électorale. Est-ce que cela ne montre pas que les jeux sont faits ou est-ce que vous serez directeur de cabinet pour seulement 1 mois? Non, si le président de la République venait à ne pas être élu, son équipe partira et l'équipe du successeur viendra. Donc vous seriez resté 1 seul mois comme directeur de cabinet? Et alors, vous ne considérez pas que l'Algérie, la servir un jour, est un énorme honneur et une contribution qui est un devoir sacré, je dirais. Est-ce qu'il n'aurait pas été, selon vous, plus judicieux d'attendre la réélection pour nommer un nouveau directeur de cabinet? Enfin, vous rentrez dans des Ou considérations... c'est le président qui décide? Vous m'excuserez, vous rentrez dans des considérations byzantines. Le président préside jusqu'au... Je crois que tout le monde, même ceux qui sont en course contre lui, ou même ceux qui contestent sa candidature, ne se posent pas de questions sur le fait qu'il est président plein jusqu'au jour de la prestation de serment. Bien sûr, en tant que soutien de M. Bouteflika, je lutte et je milite pour que le jour de la prestation de serment, ce soit lui qui prête serment. Mais c'est le peuple algérien qui décidera. Là, je crois que c'est vraiment des élucubrations. On va parler d'actualité à présent, M. Yahya. Il y a 48 heures, la région de Gherdaya s'est de nouveau enflammée. Des heurts extrêmement violents, plus de 50 blessés. Les habitants sur place parlent d'un carnage, même si pour l'instant il n'y a pas eu de mort, mais de nouveaux affrontements intercommunautaires. Selon vous, qui allume aujourd'hui le feu de la discorde à Gherdaya? Écoutez, je ne vais pas me lancer dans une analyse de qui allume le feu de la discorde. Je me dois, en tant qu'Algérien d'abord, en tant que responsable politique ensuite, d'exprimer ma très profonde inquiétude
devant ce que connaît cette région de notre pays, qui, sans faire de distinction entre mes compatriotes de telle ou telle région, mais c'est dire une vérité historique, la région de Ghardaïa, c'est à travers les siècles qu'on se distinguait par son civisme et son organisation. Je crois que l'État a, sans aucun doute, fait beaucoup de choses. Je suivais l'actualité, je me rappelle en particulier du déplacement du Premier ministre, M. Sellal, qui était alors en fonction pour tendre la main et essayer d'amener chacun à se réconcilier, à se rapprocher de l'autre. Je me rappelle du déplacement du ministre de l'Intérieur avec les responsables de la police et de la gendarmerie pour qu'on mette en place les moyens pour consolider la sécurité de chacun et des biens. Aujourd'hui, je crois que tout ce que je peux dire, par-delà un commentaire qui serait un commentaire de plus, c'est de tirer profit de votre tribune pour lancer un appel à mes compatriotes, de quelle que soit la ville ou, si vous voulez, la spécificité madhab, comme on dit, l'islam, nous sommes tous sunnites, à faire prévaloir la raison. Parce que il y a sans aucun doute des gens qui essayent de manipuler Ghardaïa. Et surtout manipuler Ghardaïa en période électorale. De qui vous parlez ? Je dirais, je ne sais pas. Ce n'est pas un secret que je vous cache. Mais il est clair qu'il y a des gens qui manipulent. Mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nos compatriotes, dans la wilaya de Ghardaïa, Berriya, Namtlilia, Ghardaïa, Al-Ataf, Zilfana, etc., arrivent à faire prévaloir l'essentiel et à se tendre la main, certainement à faire quelque part une espèce de réconciliation. Et ce pays est fort en réconciliation, bien sûr. Et il restera à l'État à assurer l'ordre public et à la justice à faire son travail sur les faits qui méritent d'être traités par les tribunaux. Alors toujours sur le volet des protestations, Ahmed Yahya, nous sommes samedi et comme c'est le cas depuis au moins un mois, chaque samedi il y a des manifestations, un certain nombre de manifestations organisées à Alger et dans d'autres wilayas, notamment par le mouvement Barakat. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les revendications de Barakat? Avez-vous de la sympathie pour ce mouvement? Je leur reconnais sans aucun doute le droit d'exprimer leur point de vue, c'est des Algériens. Et où nous sommes en pluralité, et naturellement donc une pluralité de vues, où nous ne le sommes pas, et grâce à Dieu, notre constitution, nos lois et ma conviction, puisque vous m'interpellez personnellement, sont pour la différence d'opinion. Simplement, je me poserai des questions auxquelles je répondrai. La rue, ce n'est pas un choix. Le défi à la loi, ce n'est pas recommandé. Tout le monde sait que dans la wilaya d'Alger, il y a des textes qui interdisent les manifestations sur la voie publique. Rien n'empêcherait à Constantine ou à Oran. Alger a des salles. Troisième et dernière remarque sur ce mouvement, c'est important d'avoir le droit de dire ce que l'on veut dire. Mais je considère que c'est à la limite de la démocratie de vouloir interdire quelque chose. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars. Nous sommes exactement à 33 jours de l'arbitrage du peuple. Laissez le peuple arbitrer. Ma dernière remarque, finalement, j'en ajouterai une avec votre permission. C'est vrai qu'il y a des phénomènes de mode. Les révolutions des couleurs sont parties d'un penseur à Chicago, en passant par l'Europe de l'Est, pour débarquer dans le monde arabo-musulman. Moi, je pose une question et j'y réponds. Les barakat, les irhal et tout ça, on a parfois tendance à faire dans l'imitation. Je ne dis pas à ces messieurs et dames du mouvement barakat, je leur dis essayez de respecter la loi. Mais je dis à l'opinion publique, puisque vous me posez la question face à un auditoire ou à des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'a rapporté la mise en œuvre de ces slogans dans les pays où ça a été connu? Est-ce qu'il y a moins de chômage? Est-ce qu'il y a une meilleure stabilité? Est-ce qu'il y a une meilleure économie? Je crois que les données sont là. Donc pour vous, le mouvement Barakat joue contre la stabilité? Il est certainement, je ne les accuserai pas d'être des non-patriotes, mais je pense que leur élan fait qu'ils participent à un dérapage. Permettez-moi, parce que vous m'avez reposé la question sur le sujet, de vous dire une chose. Une vieille démocratie, la France, a connu comme ça en 68 un phénomène qui était comme ça également, qui partait d'un continent à un autre. Ça avait commencé aux États-Unis, puis ça a débarqué en Europe, en France, en Allemagne, mai 68. Mai 68 a failli faire effondrer une démocratie de 2 siècles.
Ensuite, bon, ça a été récupéré sur le front de la contestation sociale. Bon, la suite, vous la connaissez. La chienlit pour Aujourd'hui, nous assistons à la même chose dans le monde arabo-musulman et en Europe de l'Est. Permettez-moi de le dire en tant qu'Algérien, nous ne sommes pas un laboratoire. Il a été dit de ce pays, ne me demandez pas qui l'a dit, respect des relations de mon pays avec l'étranger, un représentant d'une puissance étrangère a dit de nous à un responsable algérien en 1994, quand on faisait face au terrorisme. Il dit, vous nous excusez, pour nous, vous êtes un laboratoire, pour voir si on peut composer avec un islamisme qui dérape vers les armes pour arriver à un accord. Je crois que nous n'avons pas un statut d'être un laboratoire. Je le dis pour mon pays, fier de la révolution de mes aînés, fier d'1,5 million de martyrs, conscient des souffrances que le peuple auquel j'appartiens a déjà payées et rêvant et agissant pour que la démocratie aille en se consolidant dans la patrie à laquelle j'appartiens. Donc, si vous le permettez, pour terminer sur cette question du mouvement Barakat, est-ce que ce n'est pas toujours le même prétexte qu'on donne contre ce mouvement et contre les opposants au président de la République d'être contre la stabilité, d'être instrumentalisés par des puissances étrangères? Est-ce que ce n'est pas dévalorisant pour eux? Non, je ne dis pas qu'ils sont instrumentalisés nécessairement. Il y a une mode. Mais qu'ils peuvent l'être. Vous savez, j'ai été jeune moi aussi. Hein? Il y a des moments où il y a même une mode dans la manière de vivre, dans la manière de s'habiller. Je ne dis pas qu'ils sont devenus une officine au service de l'autre, mais je dis que ça ne mènera pas loin. Je dis que ça ne mènera pas loin. Et puis, vous me dites, à juste titre, je vous en remercie, ils sont opposés à la candidature de X. Merci de le présenter comme ça. Parce que chemin faisant, leur credo, oui. Chemin faisant, il y a eu tellement d'habillage. Bon, M. Bouteflika ne doit pas être candidat parce qu'il a une santé un petit peu diminuée. M. Bouteflika ne doit pas être candidat parce qu'il est à son 4e mandat. En fin de compte, c'est la leçon, enfin, le spectacle de 2004 qui se répète, tout sauf Bouteflika. Et là, je dis que c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. Est-ce que la candidature de M. Bouteflika est contraire à la Constitution? Le Conseil constitutionnel vient de tirer ses conclusions. Est-ce que celui qui désigne un président, c'est bien le peuple algérien? Laissons-le, le 17 avril, choisir le président qu'il veut se donner. Très bien. Une dernière question avant de parler de politique et de la candidature du président. Elle concerne toujours les libertés publiques. Atlas TV est une chaîne de télévision qui a été perquisitionnée 2 fois par la gendarmerie. Elle a été fermée. Est-ce que vous considérez cette fermeture comme une atteinte à la liberté de la presse? Je sais que par les temps qui courent, il est de tendance de vouloir toujours se montrer plus démocratique que la démocratie. Je suis convaincu que les gendarmes qui sont allés au siège de cette station sont allés avec une réquisition du juge. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse que les concernés disaient que la réquisition était un petit peu pas claire. Dans mon pays, il y a des juges. Je suis, comme tous les citoyens, justiciable. Et je considère que tant que la loi est un toit au-dessus de nous tous dans tous les domaines, information, vie personnelle, affaires publiques, tant que nous sommes sous le toit d'une législation et d'une justice, et tant que nous serons respectueux de cette justice et de cette législation, chacun de nous peut dormir le soir un petit peu en sécurité. Même si cette perquisition s'est faite dans une chaîne de télévision connue pour être hostile au président de la République? Qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision? Qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision? Je vous dirais, en 2004, il y avait une chaîne qui avait fait un tonnerre ici. Khalifa TV. Vous l'avez cité. Oui. Est-ce qu'elle a été empêchée? Donc, n'accusez pas ce pouvoir. Je n'accuse pas, je pose une question. Non, pardon. Oui. Il y a d'autres qui accusent ce pouvoir d'être une institution ou une équipe de répression des libertés publiques. Est-ce qu'un jour, un journaliste a été condamné pour offense au chef de l'État? Et pourtant. Et là, je peux vous faire une confidence. Pour avoir été pendant de longues années Premier ministre et même pendant une période ministre de la Justice du président Bouteflika, je peux vous dire qu'il lui est arrivé d'intervenir pour dire stopper les poursuites. Donc, une chaîne de télévision, elle n'est pas sous une immunité. Pourquoi les gendarmes ne sont pas allés en promenade au siège de cette chaîne? Ils sont allés sur réquisition du juge. Moi, je laisse le juge dire pourquoi et trancher le pourquoi. Ahmed Ouahia, vous revenez sur le devant de la scène politique plus d'1 an et demi après avoir quitté le gouvernement. Vous aviez été remplacé par Abdelmalek Sedlel. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à revenir et à soutenir le candidat Bouteflika? Est-ce que vous pensez que le bilan présidentiel est positif et qu'il doit continuer sa mission? Définitivement, j'en suis convaincu. Pour quelle raison? Pour 2 raisons. D'abord, si vous me dites, si tant est que ça aurait été un échec, j'y ai ma part.
Mais je peux vous donner en diagonale, parce que le temps est compté. Si vous me dites, est-ce que le bilan est positif? Je vous en citerai quelques têtes de chapitre. Politique, économique, social, pour rester sur 3 grandes balises. Et je qualifierai le bilan du président Bouteflika sur 15 ans de réussi et de graduel. Je m'explique. Commençons par le politique. Il fallait d'abord finir avec la grande vague du terrorisme, transformer la trêve en concorde civile. Il l'a magistralement fait. C'est les Algériens, bien sûr, qui l'ont finalement fait, mais il a su nous entraîner. Concorde civile, 1. Réconciliation nationale, 2. Bon, aujourd'hui, nous combattons du terrorisme. Il en reste quelques-uns. Mais il est toujours résiduel, le terrorisme? Il était déjà résiduel, il l'est davantage aujourd'hui. Vous m'offrez peut-être une parenthèse. Je souhaite que vous reveniez plus tard sur la question du terrorisme pour ne pas rompre le raisonnement. Et une fois la paix, comme on dit, rétablie et la réconciliation faite, le chantier des réformes politiques a été ouvert. Bon, justement, ceux qui disent que la période Bouteflika a été une période de glacification, je crois qu'ils regardent ailleurs qu'en Algérie, que ce soit en matière d'information, que ce soit en matière de partis politiques, etc. Enfin, chacun sait de quoi je parle. Le dernier chantier qui a été ouvert, c'est la révision de la Constitution. Donc ça, si je parle du bilan politique. Si je parle du bilan économique, je commencerai par dire à mes compatriotes et à vous, chers amis, que Bouteflika, vous savez que je suis boumedieniste. Oui. Tout le monde le sait. Donc ce n'est pas parler du passé pour le critiquer. Si Boumediene, quand il est mort, il a laissé à l'Algérie une dette de 10-12 milliards de dollars parce qu'il y avait les efforts de développement, il y avait le début des menaces à nos frontières, il fallait armer l'AMP. Lorsque M. Bouteflika est arrivé aux affaires en 1999, l'Algérie avait une dette de 35 milliards de dollars et demi. Je profite ici parce que nous ne parlons pas en tant que pouvoir, comme on dit. Il y avait la dette connue, il y avait 4 milliards et demi de dette, 4 milliards et demi de dollars de dette avec la Russie. La vieille dette essentiellement militaire. Donc 35 milliards et demi de dollars. Aujourd'hui, notre pays a une dette de 3,3 milliards de dollars, dont 400 millions à peu près de dette publique, parce qu'il y a eu deux décisions. De rembourser la dette par anticipation et d'interdire à tous les Algériens, privés, publics, administration, économie, d'emprunter et d'aller profiter de nos réserves. Maintenant, si je parle du développement économique, bien sûr, il a fallu commencer avec la DEJ, si vous me permettez l'expression. Petit programme PSRE, comme on l'appelle, programme spécial de relance économique, ensuite deux programmes quinquennaux géants. Donc, c'était booster la dépense publique pour refaire la base infrastructurelle, rattraper les retards socio-économiques, les écoles, les hôpitaux, etc. On est passé à un autre temps qui est le temps actuel et qui annonce le prochain. L'autre temps, parce qu'on a récupéré notre souveraineté financière et notre indépendance financière. On a pu se permettre tout ce qu'on a voulu chez nous dans l'intérêt de notre pays. Mais en parlant de réforme, M. Yahya, est-ce que le président de la République n'a pas profité de la conjoncture économique avec l'augmentation des prix du baril? Bien sûr. Laissez-moi terminer, ensuite je reviendrai sur le baril. Et j'y arriverai, chemin faisant, au baril. Je disais que nous sommes arrivés dans la démarche de développement après avoir rattrapé des retards. 2,5 millions de logements livrés, un en cours, il en reste encore des besoins, bien sûr. Nous sommes passés à une autre phase, je dis nous parce que j'ai été co-acteur avec le président Bouteflika, je ne peux pas renier ce que j'ai fait à ses côtés. Aujourd'hui, c'est le soutien à la relance économique, c'est-à-dire l'appareil économique. L'agriculture a bénéficié de programmes extraordinaires. On arrive à la partie entreprise. Souvent, on dit ici, la bureaucratie est lourde, etc. C'est vrai. Mais on oublie de dire qu'en Algérie, celui qui veut entreprendre va prendre du crédit à 3,5%. Parce qu'il est bonifié par l'État. Il prend des terrains à des taux très, très bonifiés, et j'en passe. Mais est-ce que tous les Algériens ont accès à ces avantages, M. Yahya? Beaucoup d'Algériens se plaignent de ne pas avoir tous accès à ces avantages et à ces crédits bonifiés. Vous savez, dans notre pays, on a un défaut. Ce n'est pas le pouvoir toujours, c'est toute la colonne. Je vais vous prendre sous l'angle de la boutade, mais une boutade réelle. Est-ce que tout le monde sait les avantages dont il peut bénéficier en voyageant avec notre compagnie nationale aérienne? Voyage famille, voyage... Vous me dites, les gens ne savent pas, parce que nous ne communiquons pas assez. Ils ne savent pas et n'acceptent pas aussi facilement. Non. Et parce que les médias
parfois, excusez-moi, ce n'est pas un procès que je fais aux médias, ne vulgarise pas les bonnes choses. C'est vrai que les médias sont pas intéressés par les trains qui arrivent à l'heure. Je vous dirais, nous sommes même le seul pays au monde qui a fait ce qu'il a fait et Blemzia à notre jeunesse avec le dispositif ANSEJ et qui est le milliard de Bouteflika. C'est comme ça que les jeunes l'appellent. Et certains critiquent pourquoi. Ne me dites pas que l'opérateur, celui qui veut fonder une entreprise, ne sait pas que s'il va à la banque, il a droit à un crédit où l'État le bonifie. C'est la loi, c'est les décrets. Bref, vous m'avez dit la conjoncture et le pétrole. La conjoncture et le pétrole, nous parlons souvent de stabilité dans ce pays. Il y a la stabilité politique, il y a aussi la stabilité économique. Grâce à la démarche qui a été mise en œuvre, non seulement la dette a été payée, et nous avons 194 milliards de dollars de réserves. Nous avons 7000 milliards de dinars de réserves dans le fonds de régulation. Pourquoi c'est important? D'abord, nous sommes dépendants des hydrocarbures, chacun le sait. Nous sommes dans un monde encore très incertain. La crise économique mondiale n'est pas terminée. Alors imaginez pour un pays qui vit, admettons-le bien sûr, pour une bonne part de fiscalité de pétrole et de fiscalité pétrolière. Je l'ai dit à une époque à la tribune de l'Assemblée nationale, mais s'il y a une sérieuse crise au niveau mondial et un effondrement des prix du pétrole, en tout cas nous pouvons voir venir pour 3 ans ou 4 ans. S'il y a une sérieuse crise dans les prix du pétrole, et j'ai eu à gérer la période infernale, le gouvernement ne sera pas obligé d'arrêter les programmes de développement ou d'arrêter de payer les salaires des fonctionnaires. Monsieur Yahya, en 1999, l'économie algérienne était dépendante des hydrocarbures à 98%. Oui. 15 ans plus tard, ça n'a pas changé. Est-ce que ce n'est pas un échec économique? Non. C'est une question. Non, ça c'est un jeu de qui? Des analystes. Les analystes peuvent faire dire aux chiffres ce qu'ils veulent. Laissez-moi rectifier un peu les choses. Ces chiffres sont réels. Non, pardon. Premièrement, les hydrocarbures représentent 40% du produit intérieur brut algérien. C'est-à-dire que dans l'économie nationale, il y a 60% qui sont autre chose que les hydrocarbures. Deuxièmement, dans nos recettes extérieures, les hydrocarbures représentent 98% de nos devises. Pourquoi? Ce n'est pas que nous ne produisons pas. Nous avons encore à gagner la bataille de la productivité et de la qualité. Pourquoi ça n'a pas été fait en 15 ans, monsieur Ça n'a pas été fait en 15 ans, c'est notre responsabilité collective. Dans celle du président de la République? Est-ce que c'est le président de la République qui est comptable si nos importations ont atteint 55 milliards de dollars? Est-ce que c'est le président de la République qui est comptable si, malgré toute la production agricole de fruits, nous importons des pommes et des bananes, des pommes et des oranges, parce qu'à la limite, la banane et le kiwi, ceux qui veulent le manger ne pourront pas le produire en Algérie. Vous avez aussi parlé à un moment... Nous les importons de l'étranger. Ça, il faudra que dans ce rassemblement, et là également, vous me parlez du président Bouteflika, échec ou réussite, le président Bouteflika et son équipe, il y a eu 2 pactes nationaux économiques et sociaux, le deuxième vient d'être signé. Il faudra que tout le monde se donne la main. Opérateurs, nous sortirons de la culture du conteneur, parce que ça ne mènera pas loin, y compris pour l'opérateur. Travailleurs, parce que si l'entreprise n'arrive pas à aller de l'avant dans la compétitivité, vous savez, l'entreprise publique a bénéficié ces 4 dernières années de 1700 milliards de dinars d'investissement. Et pas pour rembourser la dette, pour améliorer sa technologie, et de 1000 milliards de dinars de marché public en gré à gré. Il reste maintenant à ce que le travailleur, qui est partie prenante au pacte, lui aussi se mobilise, que l'État allège ses bureaucraties, parce qu'il y en a quand même des lacunes, et que les opérateurs se mobilisent. En parlant d'économie, lorsque vous étiez chef du gouvernement, vous avez dit qu'il y avait des barons de l'économie aujourd'hui en Algérie. En 2014, est-ce que ces barons existent encore, Ahmadou Yahya? Nous sommes en campagne. Vous ne pourrez pas beaucoup parler. Vous parlerez... Je ne répondrai pas à cette question. Sur l'existence ou non des barons d'économie? L'existence des barons, là également, bon, je vais vous répondre. Oui. Il est tout à fait normal qu'une mutation économique s'accompagne de bouleversements. Oui. Il est tout à fait normal qu'il revient à l'État de participer à l'assainissement de la scène économique. La loi l'a largement fait. Il est tout à fait normal aussi que la collectivité, et là vous me parlez de choses qui concernent le monde économique, il est tout à fait important que la communauté d'affaires, c'est-à-dire le monde des affaires, le monde de l'entreprise, se mettent coude à coude. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Si vous investissez 3,5 de taux d'intérêt. D'accord? Un terrain très léger. Mais si
il reste encore des gens qui font de l'importation par le contournement, comme ça se dit dans notre langage populaire, ni douane payée parce qu'on passe par quelque part, ni travailleurs déclarés, ni sécurité sociale payée, ni impôts payés. Vous ramènerez ici les meilleurs hommes d'affaires américains, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Donc cette lutte, c'est une lutte de texte, c'est une lutte de pouvoir public, c'est une lutte de communauté. Au Japon, il fut un temps, je sors un petit peu, c'est pas pour faire une digression, mais c'est une image. Vous savez, le patriotisme économique des Japonais. Je ne parle pas de leur compétitivité, tout le monde la connaît. Les Américains, bon, bien sûr, c'est des économies libres, toutes les deux. La voiture japonaise a envahi les États-Unis d'Amérique dans le début des années 80. Et les Américains disaient, mais on n'arrive pas à vendre chez vous, qu'est-ce que vous nous faites? Ils disent, non, mais allez-y, vendez. Le Japonais avait une certaine culture, comme quand il fait grève, il met un bandeau. Enfin, ce que je veux dire par là, le pouvoir a besoin de faire des choses, il est en train de les faire. De rassembler les Algériens, de les emmener d'étape à étape vers des sauts qualitatifs meilleurs, mais il faut aussi que nous allions tous ensemble. Il faut l'unanimité, Ahmed Yahya? Non, non, pas l'unanimité. La conjonction d'intérêts. Nous avons droit à toutes les opinions. Nous avons droit à tous les choix politiques. Nous avons droit à tous les partis. Nous avons un seul pays. Et permettez-moi de dire, si, mais nous tous, nous n'arrivons pas à tirer les leçons de choses. Regardons d'où on est venu. Dans les années 90, 80 plus exactement, fin des années 80, début des années 90, quand il y a eu le désastre économique, qui a été le résultat de bouleversements, quand je vous disais les réserves de change et le fonds de régulation des recettes, je sais de quoi je parle. Il y a eu une brutale chute. Le baril est passé en quelques semaines à $6. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était dans les affaires, parce qu'on était déjà ouvert, a retrouvé un taux d'intérêt à la banque à 15%. S'il avait un découvert, il le payait à 23%. Le simple citoyen qui gagnait sa croûte avec sa sueur s'est retrouvé sans entreprise parce qu'il y a eu la faillite. Le citoyen qui avait peut-être une retraite ou qui travaillait à son propre compte s'est endormi une nuit, laissant le litre de lait à 1,20 dinar. Il s'est réveillé le lendemain avec un litre de lait à 20 dinars. C'est ça, quand je parle de l'indépendance économique et de la souveraineté économique, combien c'est important le chemin que notre pays a fait et le stade qu'il a atteint, d'où il devra faire l'effort nécessaire. Et vous aurez l'occasion dans quelques jours de connaître le programme du candidat Bouteflika et donc qu'est-ce qu'il propose pour faire ce bond qualitatif qui s'inscrit dans une continuité, mais qui est une avancée supplémentaire. Monsieur Yahya, vous avez souvent parlé du bilan du président de la République et vous avez eu l'honnêteté de dire qu'il y a eu des points positifs et des points négatifs. Heureusement. Quels sont les points sur lesquels il y a eu le plus grand échec, selon vous? Non, il n'y a pas eu de grand échec. Petit échec? Écoutez, je n'ai jamais été Kim Il-sungiste, pour rester au niveau des humains, et je suis musulman, et donc croyant d'une religion dans laquelle il y a eu le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne déifions pas Bouteflika. Nous ne déifions pas sa période. Il n'y a pas de culte de la personnalité en Algérie? Définitivement non. Et ceux qui tentent de s'y livrer commettent une tragique erreur et sont en définitive pas des courtisans. C'est moins que des courtisans, si vous me permettez l'expression. Et grâce à Dieu, ça peut se trouver dans des individus. Mais vraiment, ce n'est pas la culture de l'Algérie. Pourquoi je dis ça? Vous me dites quels ont été les échecs. Les échecs, c'est le fait de ne pas avoir tout fait par rapport à ce qui a été souhaité. C'est pour ça qu'il faut un 4e mandat? Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut un 4e mandat. Bien sûr, chaque œuvre doit se parachever. Mais la candidature de Bouteflika au 4e mandat est un sacrifice, je le redis encore avec vous. Je vais même m'expliquer pourquoi un sacrifice. D'ailleurs, quand on dit sacrifice, M. Yahya, ça veut dire que M. Bouteflika ne veut pas être candidat? Non, non, laissez-moi écouter d'abord si je retourne à notre sacrifice seulement. Si je retourne à notre culture, ben là je vous parle dans une langue qui est la langue française. Si je vous retourne à notre culture, dans notre culture, je vais le dire en français, parce que je suis sur un plateau d'une émission en français, on a une formule du temps de la Révolution, c'est une formule des aînés, qui dit la responsabilité ne se demande pas et la responsabilité ne se refuse pas. M. Bouteflika d'abord appartient à cette école de parcours. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, quelle est la plus-value fondamentale
qu'apportera du point de vue de ceux qui le soutiennent M. Bouteflika avec une autre période à la tête de l'Algérie. C'est une évidence, une continuité de parcours. Réforme économique, réforme politique. Il y a une conjoncture très très grave. Et l'Algérie a plus que jamais besoin d'être rassemblée. Vous me parliez tout à l'heure d'une tragique situation que mon pays vit à Ghardaya, une des régions les plus unies, parce qu'ils ont conservé leurs traditions à travers les siècles, etc. Que vous dire au niveau national, au niveau de la nation algérienne, qui est encore en convalescence de ses blessures? Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous ne nous battons plus entre ceux qui se considèrent plus musulmans que d'autres, entre terroristes et patriotes, comme on s'appelait, etc. On se bagarre autour de barakat, autour du faux d'un changement. Permettez-moi de vous dire que c'est des bagarres d'ailleurs qui reviennent, puisqu'on a connu ça en 90 et on sait où ça nous a mené. Aujourd'hui, le problème est à nos frontières. Nous avons besoin d'être rassemblés. Nous avons besoin de consolider notre rassemblement. C'est les Algériens qui le feront, le rassemblement. Mais ils ont besoin d'un leadership qui nous guide ensemble et qui a une certaine vision pour pouvoir nous manager dans un environnement. On est entouré d'une situation de conflit, de menaces sur notre sécurité nationale. Notre armée est capable de faire son travail, mais nous avons besoin de ramasser notre peuple derrière. Et permettez-moi de le dire avec le respect absolu à chacun. Et d'abord, je tiens à ce que chacun des frères et madame, la sœur qui sont candidats, s'assure de mon total respect. Je ne parle pas pour attaquer X ou Y. Mais aujourd'hui, quand on voit le vécu de la scène politique, il fait peur. Aller dans la rue, demander aux Algériens. Donc, selon lui, le choix de Bouteflika est le choix de la sécurité? Le choix d'une stabilité à consolider, d'un parcours à parachever. Vous avez utilisé le mot guider. Pour vous, le président de la République est un guide? Qaïd, au sens de notre vieille culture. C'est pas le guide. Mais vous disiez il y a 5 minutes qu'il n'y avait pas de culte de la personnalité. Est-ce que guide et Qaïd, c'est pas une forme de culte? Écoutez, De Gaulle a été le guide de la France, Eisenhower a été le guide des États-Unis, Roosevelt a été le guide. Mais De Gaulle a démissionné. De Gaulle a démissionné. Mais De Gaulle a fabriqué la France d'aujourd'hui, permettez-moi de le dire. Il nous a méchamment combattus. En tant qu'Algérien, on a des raisons de ne pas oublier les douleurs de ce qu'a fait De Gaulle dans notre pays, mais en tant que dirigeant de son propre pays, il a fait la France. Donc si on suit vos explications, M. Ahmedou Yahya, c'est à cause de ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières, c'est le manque de stabilité, c'est les problèmes de sécurité, ce qui se passe à Ghardaya, qui devrait pousser les Algériens à voter pour Bouteflika et pour aucun autre candidat. Les Algériens, l'appel que je leur lance et que j'aurai l'occasion de le répéter dans votre émission, c'est de ne pas se laisser entraîner dans des aventures, d'aller voter et de voter pour ceux ou celui qu'ils considèrent être le bon choix pour eux. Et je m'explique pourquoi je dis cela. Ceux qui sont en train de se livrer à une série d'acrobaties politiciennes, dire il ne faut pas voter. Bon, je me permets de dire que constitutionnellement, même s'il y a 5 millions d'Algériens qui votent, il y aura un gagnant, et constitutionnellement, il est gagnant. Mais qu'est-ce qu'on vise? On vise à dire que le pays est une démocratie fabriquée, et donc il faut qu'on vienne d'ailleurs nous aider à améliorer la démocratie. Ceux qui disent, non, il faut une période de transition. J'entends certains dire la période de transition, j'ai un peu de mémoire. Je me rappelle de la transition vécue entre 94 et 98, ou 95 plutôt, elle devait aller jusqu'à 96. Ils étaient là pour faire un blocage. Et on a besoin encore d'une transition. Ceux qui disent il faut faire appel à l'armée. On a dit que j'ai visé Non, on a dit que j'ai visé Semouloud Hamrouch. Non. Et je tiens à le saluer. Vous avez visé qui alors? Non. Il y a des gens qui ont carrément appelé à l'armée à intervenir. Ne me faites pas citer des noms. J'ai tenu à préciser par rapport à Semouloud, parce que Semouloud, quand je suis venu la première fois à la présidence comme appelé, faire mon service national, je l'ai trouvé là-bas comme officier dans l'administration et les services de la présidence. Donc j'ai même, si vous voulez, une raison humaine, personnelle, de lui manifester mon estime et mon respect en termes politiques. Ceux qui appellent à l'intervention de l'armée, c'est pas de la démocratie. Ceux qui disent, alors vous me dites, bien sûr, je vais demain faire campagne
pour défendre la candidature de Bouteflika, comme beaucoup de frères. D'autres frères vont faire, ou d'autres compatriotes vont faire campagne pour d'autres. Vous me parlez, vous me posez la question, quelles sont mes convictions, qu'est-ce qu'apporte l'élection, je l'espère démocratiquement, de M. Bouteflika pour les années à venir à la présidence de la République. Elles apportent, de mon point de vue, deux choses. Un facteur de consolidation de notre stabilité et un facteur de continuation d'un parcours. Vous remarquerez que tous ceux qui critiquent la candidature de Bouteflika, très peu parlent de son bilan. Donc, on dit sa santé, on dit bzaf, 4 fois. Cela nous ramène donc, M. Ahmed Yahia, à parler de la santé du président de la République. Oui. Vous avez dit sur la chaîne Nahar TV, notamment, vous avez dit que vous l'aviez rencontré à 2 reprises. À propos de rencontres avec le président de la République, c'est lui personnellement qui vous a proposé le poste de directeur de cabinet du président de la République? Non, ça c'est des détails. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a le sens de l'État. Permettez-moi de le respecter. Oui. Une discussion entre le président et un invité, encore mieux un ancien responsable dans l'État, doit garder une confidentialité. Je tiens à préciser, si j'ai dit que je l'ai vu 90 minutes et 60 minutes, c'est pas par forfanterie pour dire que j'ai passé un long moment avec lui. C'était dans le cadre d'une dialectique de raisonnement, puisqu'on me dit, enfin, c'est le frère journaliste qui m'a posé la question, relayant ce qui se dit dans la rue, dit qu'il n'est plus capable ni de parler, ni de raisonner, ni de diriger, ni quoi que ce soit. Et votre réponse? J'ai dit que le président de la République n'a certainement pas la santé qu'il a quitté la sienne en 1999, mais il a une parfaite lucidité et une parfaite capacité de raisonnement et de gouvernance. Et je l'ai illustré, je le referai devant vous, en disant que si il était dans l'incapacité de parler ou de raisonner, il n'aurait pas reçu des émissaires ou des personnalités étrangères, y compris un chef d'État d'un pays frère et voisin. Et si il était si incapable d'assumer la mission d'un chef de l'État durant ces rencontres, vous me permettrez de vous dire qu'il a reçu tellement de gens que ça se serait étalé dans les colonnes de la presse étrangère. Donc pour revenir à l'état de santé, ce que vous venez de dire, M. Ahmed Yahia, vous dites que le président est lucide. Il suffit d'être... Je ne dis pas qu'il est lucide, un malade qui est lucide, qui est conscient. Je dis que s'il n'a plus la santé de 99, il est capable d'assumer sa mission de chef de l'État. Si Abdelaziz Bouteflika est réélu le 18 avril prochain, est-ce qu'il pourra participer à des sommets étrangers? Est-ce qu'il pourra mener des négociations? Est-ce qu'il pourra quitter l'Algérie et participer à des rencontres internationales? Si c'est un sommet vital à l'étranger, la République algérienne a suffisamment de moyens pour transporter le président Bouteflika dans les meilleures conditions et pour qu'il assiste à une conférence à l'étranger dans des circonstances tout à fait acceptables. Donc vous confirmez qu'il pourra se déplacer, il pourra mener des négociations comme il a fait lorsqu'il était ministre à l'étranger. La négociation, c'est la tête, comme on dit. Hein? La négociation, je l'ai dit à vos amis de Nahar, j'ai eu l'immense privilège de travailler aux côtés du président Bouteflika 2 fois comme chef du gouvernement et 2 fois comme ministre, donc 10 années à peu près. J'ai témoigné et je témoigne, parce que ça c'est une question de témoignage devant un public, le peuple algérien. J'ai témoigné et je témoigne que la lucidité, la capacité de raisonnement, la vivacité d'esprit, la clairvoyance dans la projection vers le sujet sur lequel on discute et comment il peut aller de l'avant, j'ai retrouvé le responsable dans toutes ses capacités qui étaient les siennes quand j'ai eu le privilège de servir à ses côtés en 2000 ou en 2003 ou en 2008. Etc. Alors selon vous, M. Yahia, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas aussi souvent qu'avant ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un contact continu? Louise Hanoun avait appelé à un certain moment le président à s'exprimer, à parler à son peuple. Pourquoi Abdelaziz Bouteflika ne parle pas à son peuple, selon vous? Je vais vous dire pourquoi vous me posez cette question. J'ai donné une réponse lors de mon passage avec vos camarades de Nahar. J'ai renvoyé à comment vous dire, des balises. On dit par exemple, ah tiens, il n'a pas fait de conseil des ministres pendant si longtemps. J'ai dit, pour rappeler, que le dernier conseil des ministres auquel j'ai assisté avec lui comme chef du gouvernement s'est tenu en février 2012. Et le suivant, avec l'arrivée de mon ami Abdelmalek Sedlal à la tête du gouvernement, s'est tenu en septembre 2012, c'est-à-dire 7 mois. Hein? J'ai dit que le président Bouteflika, avant le discours de Sétif, n'avait pas fait de discours depuis le discours d'avril. Sétif, c'était mai 2012. Il n'avait pas fait de discours public depuis Tlemcen
février ou mars 2011. Donc, ne faisons pas de cela une catastrophe. Maintenant, cessons de tenir un discours ou nihiliste contre M. Bouteflika ou totalement irréel. M. Bouteflika était malade. Il a été hospitalisé. Donc, physiquement, il a été diminué. M. Bouteflika, que vous avez vu rentrer en juillet, je crois que c'est juillet, dans son retour d'hospitalisation en France, du Val-de-Grâce, du Val-de-Grâce, suit un traitement, tout ce qui doit être fait médicalement. M. Bouteflika connaît une amélioration. Et dans tout cela, M. Bouteflika n'a jamais été en rupture avec sa mission présidentielle. Certains avaient même invoqué l'article 88, vous vous rappelez. Il était à l'étranger, il était en contact avec son équipe civile et militaire, et même il les a reçus en France. Il est là, il les reçoit et il gère et il dirige. Donc, pourquoi il n'a pas beaucoup parlé? Mais alors, si je fais un petit peu dans la taquinerie, on va revenir. Ceux qui disent, vous posez une question, il voyage ou il ne voyagera pas. Il fut un temps, il disait qu'il habitait dans un avion. Ceux qui disent qu'il n'a pas parlé, je ne parle pas de Mme Hannoun, certainement elle a fait son appel au président avec les meilleures intentions du monde. Il disait à l'époque, mais il habite dans un écran de télé, ce monsieur. Alors, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, bon, il y a des gens qui ont envie d'avoir un autre président comme M. Bouteflika, c'est leur droit. Quelle que soit la situation, M. Bouteflika ne fait pas leur affaire, c'est leur droit. Mais qu'ils cessent d'emballer une démarche qui a été qualifiée en 2004 par eux-mêmes de tout, sauf Bouteflika. Pour revenir à la... Qu'ils cessent je termine en un mot, qu'ils cessent de l'emballer dans une raison de santé, dans une raison de mandat qui ne se termine pas, ou je ne sais pas quoi. Pardon. Il y a quelques mois, vous disiez à certains confrères que parfois, il faut savoir quitter la table. Non, il y a quelques mois, je ne parlais pas. Est-ce que vous ne pensez pas... pendant 14 mois. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le match de trop pour Abdelaziz Bouteflika, que ça aurait été préférable, en tant qu'homme qui le connaissait très bien, de quitter la présidence par la grande porte et de promouvoir l'alternance, cette même alternance, M. Yahya, qui a été promue par Liami Zerouel en 1998? Allah yadhkaro bil khair, et avec le plus grand respect et la plus grande affection pour Liami Zerouel. Vous me parlez de M. Bouteflika. Primo, je suis convaincu que si les circonstances ne l'avaient pas poussé à être candidat, cette fois, à répondre à un appel, je suis convaincu qu'il aurait préféré ne pas rempiler. Deuxièmement, on me dit par la grande porte. Oui. Oui. Il est dans une position de haute estime chez son peuple. Vous savez... Comment vous pouvez le savoir? Comment je peux le savoir? Oui. Premièrement, ce pays qui est le mien, j'ai eu l'immense privilège de faire, avant cette campagne qui arrive, de faire 11 campagnes électorales. Je connais l'Algérie profonde. J'ai des amis, des relations. J'ai quitté la direction d'un parti, mais je compte beaucoup d'amis dans ces structures. Je parle, j'écoute, je me renseigne. Les Algériens, pendant que certains étaient en train de préparer ici, je ne sais pas quelle contredanse politique, les Algériens étaient très, très, très inquiets quand leur président était malade. Les Algériens ont demandé le retour que le président s'engage une nouvelle fois. Chemin faisant, on a dit, c'est le candidat d'un clan. Je vous dirais, beaucoup seraient très heureux d'avoir un clan qui est représenté par plus de 15 000 élus signataires et des centaines de milliers de citoyens signataires. Alors, vous me parlez de grandes portes. Il n'est pas en train de disparaître dans l'estime ou dans le cœur des Algériens. Vous avez parlé de signature, Ahmadou Yahya. Beaucoup de citoyens qui travaillent dans des entreprises publiques affirment, notamment la CEAL, Sonatrach, Sonelgaz, certaines personnes affirment avoir été obligées de signer ces formulaires. Écoutez, bien sûr, j'ai une réponse en deux temps. Temps objectif. Ensuite, ce sera un temps boutade. Temps objectif, il y a une justice. Temps objectif, dans la loi électorale, il y a une commission de supervision des élections qui est faite de magistrats, qui sanctionne pénalement. C'est-à-dire qui engage la poursuite. Oui. Je vous prie de me croire que si vous allez à la commission de supervision et qu'un conseiller, parce que le dernier gradé dans ces juges est conseiller, on lance contre vous une procédure auprès d'un tribunal, vous ne risquez pas d'échapper parce qu'en général, il sait quel dossier est présenté. Maintenant, la boutade.
Il fut un temps, vous vous en souvenez peut-être pas, avant que toute cette technologie existe, où on disait, les agences de presse, on disait, selon des voyageurs, il s'est passé. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, sans aucun doute, quelques dérapages. Mais de là à ce qu'on vient de dire, à la Sonatrach, on a pris les 120 000 agents de la Sonatrach et on a utilisé, on les a fait signer. À la CEAL, je ne sais pas, peut-être il y a 2 000 ou 3 000 ou 10 000. Non, non, non. Donc, Ahmadou Yahya, donc l'alternance, ce n'est pas pour cette année? Qu'est-ce que c'est l'alternance? Celle qui a été prônée par les Miselwell en 98. L'alternance, c'est les urnes. Laissons tout simplement, il y a une condition pour l'alternance, laissons tout simplement au peuple algérien le soin de dire ce qu'il veut. Pour revenir à un autre dossier politique important qui a caractérisé la scène nationale ces derniers mois, ce sont les dernières révélations du secrétaire général du FLN, Ammar Saadani, sur le rôle de l'armée. Une question, Ahmadou Yahya, sur le temps de la boutade aussi. Pendant de nombreuses années, on vous a qualifié, caractérisé d'homme proche de l'armée. Est-ce que vous le revendiquez? Non, on a même fait de moi un officier des services de renseignement. Si vous ne le savez pas, je vous renvoie à Jeune Afrique en 1996, qui m'avait donné même un grade. J'étais colonel à cette époque-là du DRS. Et hier, je voyais un sinistre personnage sur la chaîne le Maghrébien, et je ne fais pas le procès de la chaîne qui est contre le régime. Je parle du personnage. Parce que ce monsieur Zitot, l'Algérie était bonne à servir lorsqu'il était diplomate. En 1995, sa carrière était, enfin son séjour au poste à l'extérieur était terminé, était rappelé. Il s'est envolé, il s'est retrouvé en Angleterre. Hier, alors là, j'ai fait. Bref, je ne vais pas pour revenir sur ce qu'il disait. Vous me parliez de l'armée. L'armée, c'est l'armée de mon pays. Je parle de l'état-major, alors parlons de l'état-major. L'état-major, ou le DRS, ou l'armée nationale populaire dans son ensemble, c'est l'armée de mon pays. Et heureusement que la République algérienne démocratique et populaire a une armée capable de la défendre. Vous savez, notre guerre de libération nationale nous a donné à l'indépendance 3 corps de bataille. Il y en avait qui nous manquaient malheureusement. Elle nous a donné une armée, la LN, elle nous a donné des services de renseignement, c'est Bossouf. Elle nous a donné un appareil diplomatique, ou les noyaux d'un appareil diplomatique. C'est ce qui fait que sur ce terrain, on a, pendant longtemps, et jusqu'à ce jour, eu un certain panache. Il a fallu construire une administration. Allah yarham rahmatillah, c'est Hussein, Ahmed Meddagri, c'est Hussein, c'était son nom de guerre, qui a réussi à construire une administration solide. Et donc assassiné en 1974. Donc, vous me dites l'armée. Et heureusement qu'on a une armée. Heureusement qu'on a. Est-ce que l'armée continue à jouer un rôle politique selon vous en Algérie? L'armée n'a jamais eu la décision. Est-ce que vous pensez maintenant... Et je m'explique. Est-ce que vous pensez que les gens vont vous croire lorsque vous dites que l'armée n'a jamais eu un pouvoir de décision? Je ne dis pas... écoutez, on ne me croit pas. Oui, on ne me croit pas. Je vous pose la question. On ne me croit pas. Pourquoi on ne me croit pas? Parce qu'ils ont été alimentés matin et soir à le pays du cabinet noir, le pays des généraux. Écoutez, il y a dehors, et je les salue, des centaines d'officiers de l'ANP, de différents corps, le corps classique de l'armée ou le corps des services de renseignement, qui sont à la retraite. Il y a des dizaines de milliers de citoyens qui ont été sous le drapeau, comme on dit, en tant qu'appelés ou en tant que soldats contractuels et officiers contractuels. Allez leur poser la question. S'il y a eu une élection, quelqu'un est venu sur leur tête leur dire, bon, voilà, tu votes ça. Est-ce que l'armée est une institution qui participe au débat? Heureusement, c'est notre tradition depuis la guerre de libération. Je sais, on vous renvoie à l'indépendance. L'armée est rentrée, elle a fait le pouvoir. On vous renvoie à Sibomdine Laïrahmou, ils ont fait un coup d'État. Alors, si c'est parce qu'on a un militaire à la tête d'un pays, je vous dirais que les États-Unis d'Amérique, en sortant de la guerre, ont eu le plus illustre de leurs généraux qui les a dirigés comme président élu. Eisenhower. Tout à l'heure, chemin faisant, on avait cité De Gaulle. Donc, mais de là à dire l'armée fait le chef, ou l'armée décide, c'est faire une insulte ou une offense à tous ceux qui ont occupé cette institution présidentielle, de M. Bouteflika aujourd'hui. Avant lui, c'est Lamine Zaroual, Allah yadhkuru bil khair. Avant lui, c'est Kafir, Allah yarhamou. Avant lui, les frères du HCE ou du président Chadli. Donc selon vous, les chefs d'état-major et les ministres de la Défense n'ont aucun rôle politique à jouer dans le choix, ne serait-ce que du candidat
préféré pour Non, cette ça c'est élection la théorie du présidentielle? candidat, Mourachah al-Ijma', le candidat du consensus. Bien sûr que les militaires, si quand ça va très très mal, quand les civils, excusez-moi l'expression, se cassent la gueule, on appelle les militaires à venir nettoyer, sans aucun doute qu'ils ont, dans les discussions, ils n'émettent pas un avis sur qui sera candidat. Ils émettent un avis sur des moments difficiles du pays. Mais il y a toujours un chef qui décide. Et ce chef, la Constitution lui a donné le pouvoir, c'est le président de la République. Vous pouvez me dire pourquoi le président garde le poste de ministre de la Défense. C'est peut-être pour mieux coordonner les choses. Mais de là, je l'ai dit la dernière fois en parlant sur une chaîne de consoeurs à vous, j'ai cité un mort, comme on dit, c'est Mohamed Lamari. On a dit qu'il était contre la candidature. C'est d'ailleurs le seul homme politique qui dit que Mohamed Lamari n'était pas contre. Contre la candidature de Bouteflika au deuxième mandat, contre la réconciliation nationale. Il n'a pas été contre. Il n'a pas été alors contre. Pourquoi alors a-t-il été poussé à la porte après la réélection? Il a démissionné. Alors là, vous me dites pourquoi chaque fois qu'on parle chez vous, quand quelqu'un quitte une fonction, il a été poussé à la porte ou il est sorti par la petite porte. Mohamed Lamari a été chef d'état-major pendant 11 ans. On ne peut pas être fatigué? On ne peut pas avoir un besoin de changement? Le président, pour lui-même, pour le président, oui. Le président Bouteflika donc n'est pas fatigué puisqu'il a ce besoin de vouloir remplir les nouveaux mandats. Il est obligé de se sacrifier pour ceux qui sont en train de le critiquer et pour cette patrie qu'il a contribué à libérer et qu'il a eu l'honneur de contribuer à construire ou à diriger depuis son indépendance à des moments ou à d'autres. Avez-vous été heurté par les attaques contre le général de corps d'armée Mohamed Medien? J'ai été attristé. Pour quelle raison? J'ai été attristé pour mon pays. S'il s'agit des hommes, et de chez vous aussi, je leur adresse le plus fraternel des saluts, puisque que ce soit c'est Toufiq, ou que ce soit c'est Gaïd Saleh, le chef d'état-major, ou que ce soit tous les responsables au sein de l'armée nationale populaire, nous avons été des compagnons de route pendant des moments amers et dans la servitude au pays. J'ai été attristé pour mon pays. J'ai été attristé pour mon pays, pourquoi? Parce que la résultante, c'est quoi? On a semé la panique chez les citoyens. Il a fallu l'intervention du président de la République pour remettre un peu les choses, si vous voulez, ramener un peu le calme. Mais en plus de ça, on a jeté en pâture les secrets de défense nationale du service du DRS et de l'armée nationale populaire. La presse, c'est pas la faute à la presse. C'est la faute à Saadani? Je ne parle pas de X ou de Y. On dit, bon, tant de généraux ont atteint l'âge. Alors, X est commandant de ceci, il est né, il a tel âge. Y est commandant de cela, il a tel âge. Et Z est commandant de ceci, il a tel âge. Même dans les services de sécurité. Allez voir dans les autres pays du monde, si vous trouvez toutes, et notamment le service de renseignement, si vous trouvez tout ça, étalé sur la presse publique. Dans les autres pays du monde, la CIA, par exemple, est critiquée tous les jours par les médias américains et personne ne trouve à être attristé. Il n'y a pas de problème quant à la critique. Je vais vous dire, vous me poussez un peu plus loin dans l'attristement. J'invente un mot. Quand on vient dire il y a eu faillite dans telle mission ou telle mission, c'est une question de personne ou c'est une question de patrie? C'est une question de personne ou c'est une question de corps? Nous pouvons être en désaccord. Mais on n'a pas d'Algérie de rechange. Nous pouvons critiquer l'armée nationale populaire ou critiquer... Mais on n'a pas le droit de critiquer le général de corps d'armée? On a le droit de critiquer qui on veut. On critique le président de la République. Mais on n'a pas le droit de jouer avec les institutions du pays. On n'a pas le droit de jouer avec la sécurité du pays. On n'a pas le droit de jouer avec le moral d'homme. Vous savez, nous sommes douillettement ici à Al-Mouradiya, dans le studio de votre chaîne, et merci de votre invitation. Au moment où nous discutons, nous avons des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers, de jeunes Algériens qui sont plantés sur la frontière à l'extrême sud, en train de dormir ou de ne pas dormir dans la défense du territoire national. C'est un corps. Je reviens à ma question, Ahmadou Yahya. Vous avez dit que les critiques contre le général de corps d'armée Medien sèment la panique chez les Algériens. C'est ce que vous avez dit. Non. D'abord, on a voulu vendre une guerre
Appelons les choses clairement. Est-ce qu'il est au-dessus des critiques? On a voulu vendre une guerre entre l'état-major et le DRS. Oui. Bah, si on vous dit que dans votre pays, vos institutions militaires sont en guerre, je crois que vous avez des raisons de ne pas dormir beaucoup. Donc il y a, il y a des critiques interdites? Non, pardon. Non. Ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je pose une question. Je vous pose la question. Vous me dites la critique. Oui. Moi, je vous dis, on a vendu une guerre entre deux institutions. Oui. Je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les Algériens. Deuxièmement, vous me parlez de critique. Tawfiq a été critiqué de longues années. De plus en plus. Mais c'est la première fois qu'un homme politique c'est la première fois. Son nom officiellement. C'est la première fois on vient dire échec dans la protection du président Boudiaf. Allah yarhamou. Échec dans l'histoire de Tibhirin, alors que les assassins de Tibhirin ont témoigné de ce qu'ils ont fait. Échec dans la sécurité à Tigantorin. Ça, c'est qui? C'est Tawfiq? Et ça, ce n'est pas permis, selon vous? Non, je pas question de permis ou pas permis. Sur quoi on tire dans ça? On tire sur le monsieur qui est en charge du DRS, le général de corps d'armée, Mediane Mohamed, ou on tire sur l'Algérie, je ne dirais même pas sur son service de sécurité ou sur son armée ou sur ses institutions. C'est ça ce que je dis est attristant. Critiquer. Pourquoi c'est la première fois qu'on le critique? C'est la première fois qu'un homme politique le critique nommément, M. Yahya. Oui, c'est la première fois. C'est pas le fait que ce soit un homme politique ou un journaliste. C'est le fait que la critique chez nous va en accompagnant la liberté d'expression. Il y a tellement de choses qui ont été dites. On a même vrai ou non? Vous avez Pour vous, c'est une rumeur à tort. Quoi? Qu'on puisse lui coller ce qualificatif. Vous m'avez parlé tout à l'heure des militaires et du pouvoir. Je vous ai dit ce que j'en pensais de tous les militaires et du pouvoir. Ahmadou Yahya, est-ce qu'il vous arrive de penser à un avenir présidentiel puisque vous voulez toujours servir votre pays? Je suis chez vous ici en train de parler... Je parle de 2019, bien sûr. Non, je suis chez vous ici dans le cadre de militants, si je peux dire ainsi, comme vous m'avez présenté, d'un staff qui participe à la campagne d'un candidat. Je suis là pour courir et faire gagner, je l'espère, participer à faire gagner, je l'espère, avec beaucoup d'autres, le candidat que je soutiens, M. Abdelaziz Bouteflika, et je souhaite à mon pays qu'il soit bien, stable, et à un niveau de stabilité et de bien-être pour nos citoyens qui soit à la mesure des sacrifices qu'ils n'ont cessé de faire. Notre confrère Al-Arbi Zouaq du journal Al-Khabar disait hier que vous êtes peut-être un postulant, excusez-moi le terme, au poste de vice-président. Je lis nos différents titres, y compris le Khabar, qui est un journal de très bonne facture. Bon, j'ai lu. Ça l'engage lui dans son analyse. Vous n'avez aucun commentaire à faire? Non, s'il vous plaît. Ahmadou Yahya, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, merci, il sera composé de 2 segments. Le premier segment, c'est d'exprimer encore une fois sur votre plateau un espoir. L'espoir que, après cette phase d'échauffement des athlètes, si je peux dire, à la pré-campagne, qui a eu tout ce qu'elle a eu comme propos parfois excessifs, etc., que nous allions à une campagne électorale qui se fasse autour de programmes. Nous sommes tous soucieux de voir la démocratie progresser dans notre pays. Le candidat Bouteflika, ceux qui veulent le critiquer peuvent le critiquer pas seulement sur son programme, mais sur son bilan. Et Bouteflika vient avec un programme que nous défendrons et un bilan que nous défendrons aussi. Les autres auront aussi leur programme et leur vision. Donnons aux Algériens des raisons d'espérer pour leur avenir. Donnons aux Algériens des raisons de choisir entre des programmes. Mon deuxième segment de mon mot de la fin est un appel à mes compatriotes. Je ne les appelle pas à voter Bouteflika parce que dans cet appel, je préfère ne pas utiliser ma qualité de soutien au candidat, mais utiliser ma simple qualité d'Algérien. Je les appelle à voter en masse. À voter en masse parce qu'en votant, d'abord, ils gardent entre leurs mains leur souveraineté. C'est eux qui la détiennent. Je les appelle à voter en masse pour choisir qui ils voudront choisir. Et je les appelle à voter en masse pour ne pas laisser la démocratie dont ils sont la source être, en fin de compte, par mégarde peut-être, détournée de son objectif et de sa finalité. Les aventures révolutionnaires, l'Algérie a fait sa révolution. Les aventures révolutionnaires, je ne crois pas qu'ailleurs, les révolutions, et avec tout le respect que j'ai pour tous les peuples, d'un peuple d'Europe de l'Est à mes frères du voisinage maghrébin, je ne pense pas que la révolution a, jusqu'à maintenant,
améliorer le quotidien. Et chez nous, pour revenir à chez nous, nous avons connu la révolution. Barakat. Les Algériens, c'est un slogan qu'on leur a servi en 90-91. Nous avons malheureusement eu à pleurer des milliers, des dizaines de milliers de morts, pour voir notre pays debout. Alors j'espère que ce rendez-vous du 17 avril, l'Algérie y arrivera dans la sérénité. Et j'espère que le rendez-vous du 17 avril, grâce aux citoyens, sera une fête de la démocratie. Et je souhaite toute la stabilité pour mon pays et tout le bien-être pour mes compatriotes, en vous remerciant de votre invitation. Ahmadou Yahia, ancien chef du gouvernement, membre du staff du président de la République, merci d'avoir été l'invité de Controverse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous ce mercredi à 20h30 sur Zaïr.